dans la salle d'audience plongée dans un silence de cathédrale, bondée de badauds avides de scandale, la voix de la présidente Jacqueline Maréchal résonna, tranchant la tension palpable. « Madame de Beaumont, si vous êtes enceinte, il est impératif que nous sachions qui est le père. » Le hoquet de stupeur qui suivit sa question sembla faire trembler les murs lambrissés du tribunal. Nathalie de Beaumont jeta un regard à son mari, le magnate et milliardaire Christophe de Beaumont, dont la mâchoire contractée en disait long. De l'autre côté de l'allée, la séduisante maîtresse de Christophe, Léa Vallet, tentait de garder contenance, mais tremblait visiblement. Puis, Nathalie prononça les mots qui changèrent à jamais le cours des choses, allumant un brasier de choc et d'accusation. La réaction fut si explosive que Léa quitta la salle en trombe, claquant la lourde porte dans un écho retentissant. Le 16e arrondissement de Paris n'était pas étranger à l'opulence et à la grandeur. Niché entre les avenues bordées d'arbres centenaires et les reflets scintillants de la Seine, son paysage urbain mêlait l'architecture moderne aux majestueux immeubles haussmanniens en pierre de taille, témoins silencieux des flux et reflux du pouvoir. Les de Beaumont étaient au centre de toutes les conversations de cette communauté fortunée. Christophe de Beaumont, un homme d'une prestance imposante doté d'un esprit si vif qu'il avait amassé son premier million à l'âge de 25 ans, comptait parmi les figures les plus éminentes de la capitale. Son entreprise, Beaumont Innovation, spécialisée dans les énergies renouvelables, était passée d'une modeste start-up à un mastodonte international évalué à plusieurs milliards d'euros. Les couvertures des magazines économiques mettaient régulièrement en avant le profil sévère mais assuré de Christophe, louant sa philanthropie et son sens aigu des affaires. Les journalistes l'acclamaient comme un visionnaire, un homme désireux de changer le monde pour le meilleur. Mais derrière les images soigneusement chorégraphiées et les interviews répétées, se cachait un homme en proie au démon de l'ambition. Le désir viscéral de Christophe de s'élever toujours plus haut éclipsait parfois sa vie de famille, et des failles commencèrent à poindre dans son mariage autrefois parfait. L'épouse de Christophe, Nathalie de Beaumont, se distinguait des autres mondaines du 16e arrondissement. Dotée d'une voix douce, de chaleureux yeux bruns et d'une intelligence aiguisée dissimulée derrière des manières délicates, on la sous-estimait souvent, prenant sa douceur pour de la naïveté. Pourtant, Nathalie possédait l'âme d'une combattante, forgée par l'adversité dès son plus jeune âge. Orpheline à la suite d'un terrible incendie qui avait ravagé la maison de son enfance, elle avait appris la résilience très tôt. Bien qu'elle n'étalât que rarement son histoire personnelle, elle n'ignorait rien des chagrins et de la survie. Nathalie et Christophe s'étaient rencontrés à l'université lors d'un événement de réseautage pour étudiants entrepreneurs, bien qu'ils vinssent d'horizons différents. Il était l'orateur vedette, elle, l'auditrice curieuse. L'étincelle jaillit à l'instant où il descendit de l'estrade pour répondre à son unique question concernant la conception de panneaux solaires. Intrigué par la profondeur de sa réflexion, Christophe invita Nathalie à prendre un café. Cette simple invitation s'épanouit en une romance tourbillonnante qui culmina par de somptueuses noces 2 ans plus tard. Pendant un temps, ils incarnèrent le couple doré de Paris, beau, charitable et admiré. Le sourire radieux de Nathalie et l'ambition dévorante de Christophe faisaient d'eux un duo de pouvoir incontournable. Les galas de la haute société étaient monnaie courante, les levées de fonds prestigieuses étaient la norme, et le nom de Beaumont devint synonyme de philanthropie moderne et d'innovation. Pourtant, la chaîne d'événements qui allait les mener devant les tribunaux couvait silencieusement, tel un orage s'amassant à l'horizon. Les murmures concernant les réunions nocturnes de Christophe et les témoignages l'ayant aperçu escortant une femme mystérieuse lors de dîners très privés commencèrent à circuler dans les salons parisiens. Malgré cela, Nathalie et Christophe continuaient d'apparaître côte à côte lors des événements mondains, affichant un front uni. Sous ce vernis, les soupçons de Nathalie grandissaient, et avec eux, son cœur se brisait. La concentration inébranlable de Christophe sur ses affaires était-elle la seule explication à ses retours tardifs? Pourquoi y avait-il souvent une légère trace de parfum sur son revers de veste qui n'était pas le sien? Et lorsque Nathalie découvrit qu'elle était enceinte, au lieu d'un moment de célébration, elle sentit son cœur se serrer d'angoisse. Ses inquiétudes se transformeraient bientôt en un scandale pur et simple, culminant au palais de justice où, devant un public médusé et sous le crépitement des flashs, la présidente Jacqueline Maréchal observait la scène avec des yeux qui en avaient tant vu. Léa Vallet était un nom surgi de nulle part, mais qui avait connu une ascension fulgurante dans les cercles mondains de la capitale. Influenceuse reconnue sur les réseaux sociaux, elle se targuait d'arborer des vêtements de haute couture, de publier des selfies avec des célébrités de premier plan et de documenter ses soirées exclusives dans les restaurants les plus en vogue de Paris. Sa silhouette grande et élancée, couronnée d'une chevelure blond platine, faisait tourner les têtes à chaque apparition, et son fil Instagram reflétait une vie de glamour incessant.
Ses origines demeuraient un mystère. Certains murmuraient qu'elle avait grandi dans une banlieue modeste. D'autres affirmaient qu'elle était une héritière en rupture de ban. Une rumeur la disait même ancienne compagne d'un membre d'une royauté européenne mineure avant son arrivée à Paris. Quoi qu'il en soit, Léa débarqua sur la scène avec fracas, séduisant l'élite de la ville par un mélange envoûtant de charme et d'effronterie. Christophe rencontra Léa pour la première fois lors d'un gala de réseautage pour les investisseurs des énergies renouvelables, parrainé par sa propre entreprise. Elle avait réussi à obtenir une invitation, vraisemblablement en faisant jouer ses relations avec des personnes influentes friandes de ses recommandations sur les réseaux sociaux. Alors qu'il discutait avec des bailleurs de fonds potentiels de l'expansion de Beaumont Innovation, Christophe remarqua Léa à l'autre bout de la pièce. Elle brillait telle une étoile filante, moulée dans une robe qui laissait peu de place à l'imagination. Léa capta son regard et lui offrit un sourire charmeur, une invitation silencieuse qu'il fut difficile de décliner. Ce qui commença comme une conversation informelle se transforma en une série de rencontres amicales. Christophe se persuada que Léa était une influenceuse avisée capable de promouvoir les campagnes écologiques de Beaumont Innovation. Léa, de son côté, semblait sincèrement intéressée par la cause, bien qu'il restât à prouver s'il s'agissait d'un véritable intérêt ou d'une comédie savamment répétée. La frontière entre le monde des affaires et la sphère privée s'estompa rapidement. Les appels murmurés, les messages envoyés à des heures indues et les déjeuners programmés qui s'étiraient en dîners intimes devinrent une routine. Christophe, qui s'était toujours enorgueilli de sa maîtrise de soi, se retrouva pris au piège. Était-ce le frisson du secret ou la flatterie d'une jeune femme séduisante suspendue à ses lèvres? Était-ce la pression à la maison, le sentiment que Nathalie s'était éloignée alors qu'en réalité, Nathalie n'était distante que parce que Christophe n'était presque jamais là? Finalement, cela dégénéra en une liaison passionnelle. Léa savourait l'attention et les présents, les diamants, les escapades somptueuses à Cannes et Saint-Tropez, les luxueux appartements. Christophe, avec ses moyens colossaux, était plus que capable de combler ses moindres désirs. Il apaisait sa culpabilité en se disant que Nathalie était absorbée par ses propres engagements philanthropiques. Il n'avait jamais imaginé que sa femme pût se douter de quoi que ce soit. Mais Nathalie n'était pas dupe. Elle avait commencé à assembler les pièces du puzzle, l'image finale la laissant dévastée. Être enceinte ne faisait qu'ajouter à son tourment émotionnel. Elle hésitait à confronter Christophe, espérant que ses soupçons fussent infondés, que l'odeur de parfum sur son col ne fût qu'une coïncidence, que les reçus de dîner ne fussent que des frais professionnels. La révélation officielle eut lieu lors d'une grande conférence d'investisseurs à Cannes. Des paparazzis immortalisèrent Christophe et Léa sortant d'un palace 5 étoiles, la main de l'homme d'affaires s'attardant sur la taille de la jeune femme d'une manière qui suggérait bien plus qu'une simple relation professionnelle. La presse à scandale s'empara de l'affaire, et très vite, Nathalie ne put plus ignorer la vérité. Pourtant, cette liaison n'était que le prélude à la trahison. Le rôle de Léa dans cette saga allait évoluer d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée, les conduisant tous au palais de justice où les secrets seraient mis à nu et les illusions brisées. Nathalie de Beaumont avait grandi en faisant confiance à son instinct. Élevée dans un quartier modeste jusqu'à la mort tragique de ses parents, elle avait développé un sixième sens pour percevoir les infimes changements de comportement chez les autres. Elle utilisa ce don plus que jamais, surtout en ce qui concernait son mari. Elle remarqua d'abord ses rentrées anormalement tardives. Bien sûr, Christophe avait toujours fait de longues heures, mais une fois leur empire stabilisé, il avait promis de lever le pied. Au lieu de cela, Nathalie se retrouvait seule dans leur majestueux hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain, jour après jour, nuit après nuit. Il invoquait des réunions urgentes avec des actionnaires ou la redoutable phrase « Je dois voir un client pour finaliser un contrat ». Le nom de Léa apparut au détour de conversations téléphoniques à moitié étouffées, surprises derrière des portes closes. Le cœur de Nathalie s'emballait à chaque fois qu'elle saisissait cette brève mention. Elle tentait de se rassurer en se disant qu'elle n'avait aucune preuve, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un échange de mails dans la boîte de réception personnelle de Christophe. Un coup d'œil rapide lui révéla l'objet du message, « Prochain rendez-vous ». Les mots la cinglèrent comme une gifle. La réalisation la rongeait de l'intérieur. Elle était enceinte, anticipant un moment d'union et d'allégresse, espérant que Christophe rentrerait tôt avec des fleurs, désireux de partager ce nouveau chapitre de leur vie. Au lieu de cela, elle était confrontée au mensonge et au déchirement. Elle pesa ses options. Le confronter. Se confier à une amie. Elle opta d'abord pour la seconde, appelant sa meilleure amie d'université, Isabelle Morel, une avocate d'affaires dotée d'une oreille compatissante.
Je suis inquiète, avoua Nathalie autour d'un thé dans un salon pittoresque du Marais. Tout a changé ces derniers mois. Il est différent, distant. Isabelle scruta son amie avec inquiétude. Lui en as-tu parlé? Directement? Nathalie soupira. Non. Je continuais d'espérer que ce n'était qu'une phase, mais j'ai trouvé une preuve. Si on peut appeler ça ainsi. La mâchoire d'Isabelle se crispa. Tu ne peux pas rester les bras croisés, Nathalie. Si tu es enceinte, vous avez tous les deux besoin de clarté et d'honnêteté. Nathalie hocha la tête, les larmes au bord des cils. Elle ressentait l'injustice de la situation. Elle n'avait jamais réclamé cette vie de milliardaire. Elle n'avait voulu que l'amour et la stabilité. Elle s'était dévouée au rêve de Christophe, le soutenant durant d'innombrables nuits blanches pendant que l'entreprise prospérait. Et maintenant, cela. Ses soupçons atteignirent leur paroxysme lorsque Christophe s'envola brusquement pour Saint-Tropez sous le prétexte de rencontrer un grand magnate pour un potentiel partenariat. Nathalie, armée de ses pressentiments, découvrit une publication de Léa sur les réseaux sociaux, géolocalisée dans la même ville, se vantant de rencontrer un milliardaire influent pour une soirée intime. Les photos étaient cryptiques, mais Nathalie reconnut le décor de la suite, un endroit qu'elle avait partagé de nombreuses fois avec son mari lors de voyages d'affaires. C'est à cet instant que Nathalie décida de rassembler le peu de courage qui lui restait pour confronter Christophe. Elle priait pour qu'il y eût un malentendu, une explication logique. Au fond d'elle-même, elle redoutait le pire. Ce que Nathalie n'avait pas prévu, c'est que cette confrontation mènerait à un procès public, pas plus qu'elle n'aurait imaginé que la paternité de l'enfant qu'elle portait deviendrait un sujet de spéculation pour tout le pays. Pourtant, la graine du doute avait été semée, et elle allait bientôt germer en un scandale qu'aucun habitant de Paris ne pourrait ignorer. Nathalie attendit tard dans la soirée le retour de Christophe de son énième dîner d'affaires. L'hôtel particulier des de Beaumont baignait dans une lumière tamisée, la musique classique que Nathalie avait mise plus tôt flottait encore en toile de fond. Elle était assise dans le grand salon, les jambes croisées, les mains serrant sa tasse de thé avec une telle force que ses jointures en blanchissaient. Christophe entra, desserrant sa cravate, d'abord inconscient de la tension qui alourdissait l'atmosphère. « Tu es encore debout » dit-il, la voix trahissant une pointe de culpabilité. Nathalie ne répondit pas immédiatement, préférant reposer sa tasse dans un tintement délicat. Christophe se figea. Le regard de sa femme était implacable, direct, une fureur sourde contenue sous une maîtrise parfaite. « Christophe » commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Il faut qu'on parle. » Il perçut la gravité de son ton. Il posa sa mallette et s'approcha lentement. « De quoi s'agit-il » ? « Tu sais exactement de quoi il s'agit, » rétorqua Nathalie. Elle se leva, traversant la pièce pour se tenir face à lui. Le silence qui suivit parut durer une éternité. Finalement, elle jeta sur la table une impression papier, la publication de Léa à Saint-Tropez. « Tu reconnais cette suite ? Elle te semble familière, n'est-ce pas ?» Les yeux de Christophe passèrent du papier à Nathalie. À cet instant, il sut qu'il était pris au piège. « Nathalie, je peux tout expliquer. » Elle laissa échapper un rire amer. « Vraiment ? Parce que je t'observe me mentir depuis des semaines, peut-être des mois. Je ne peux plus supporter ça, Christophe. » Il passa une main dans ses cheveux, cherchant les mots justes. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je te le jure. C'est arrivé, c'est tout. C'était un moment de faiblesse. Un simple moment. » La voix de Nathalie se brisa. C'était bien plus qu'un moment. N'ose pas réduire cela à un moment. Les dîners, les voyages, et maintenant elle étale votre liaison sur Internet. Il tenta de s'approcher d'elle, mais elle recula, les yeux embués de larmes. « Tu sais que je suis enceinte, » dit-elle doucement, la voix chevrotante. « Je pensais que nous allions fêter ça. » Le visage de Christophe blêmit. « Enceinte ? Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elle se détourna, enlaçant ses propres bras. « Je voulais que nous partagions un moment de joie, mais tu n'étais jamais là, toujours accaparé par ces voyages d'affaires, et maintenant par Léa. Je ne pouvais pas le supporter. » Ses yeux s'emplirent d'un mélange de choc et de regret. Christophe tendit la main avec hésitation, mais Nathalie s'esquiva. Elle se sentait humiliée, trahie, et pourtant son amour pour lui livrait une bataille acharnée contre sa colère. « Je t'en prie, Nathalie, implora-t-il. Trouvons une solution.
Toutes ces fois où j'avais besoin de toi, murmura-t-elle, tu étais avec elle. Comment as-tu pu me faire ça? Christophe baissa la tête. Je suis désolé, Nathalie. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Mais les excuses sonnaient creux. Nathalie prit une profonde inspiration, les larmes coulant sur ses joues. Je vais dormir chez Isabelle ce soir. J'ai besoin d'espace. Alors qu'elle franchissait la porte, Christophe sentit une terreur glacée ramper le long de sa colonne vertébrale. Il avait cru un jour pouvoir gérer la situation, jongler avec une maîtresse et maintenir son mariage. Cependant, lors de cette unique confrontation, il comprit à quel point il avait sous-estimé la tempête qui s'annonçait. La nouvelle du scandale de Beaumont éclata plus vite que Christophe ne l'avait anticipé. Les tabloïds parisiens s'emparèrent de l'histoire. Un milliardaire pris au piège d'un triangle amoureux. La photo de Christophe et Léa sortant d'un hôtel fit la une des magazines. Les forums sur Internet bourdonnaient de spéculations. Nathalie de Beaumont le savait-elle? Le couple allait-il divorcer? À qui incombait la faute? Christophe se retrouva submergé d'appels, harcelé par des journalistes exigeant des déclarations, des investisseurs anxieux remettant en cause sa stabilité, et des partenaires commerciaux incertains des répercussions de ce scandale sur Beaumont Innovation. Le poids de cette affaire menaçait de l'écraser. Pendant ce temps, Nathalie cherchait du réconfort dans l'appartement haussmannien d'Isabelle. L'amie dévouée offrit bien plus qu'une simple épaule sur laquelle pleurer. Isabelle était aussi une avocate redoutable. Si vous envisagez le divorce, dit Isabelle, adoptant instinctivement un ton pragmatique, tu dois penser à ce que cela implique pour toi, pour le bébé, et pour ta part des biens matrimoniaux. Tu as consacré une grande partie de ta vie au rêve de Christophe. Nathalie se pressa la tempe, la tête battante. Je n'ai jamais accordé d'importance à l'argent, mais je me soucie des conséquences sur notre enfant. Isabelle hocha la tête. Alors nous devons nous assurer que tes droits et ceux de ton enfant sont protégés. Christophe est milliardaire. Il peut s'offrir une armée d'avocats si la situation dégénère. Le cœur de Nathalie se serra. Malgré la trahison, elle n'était pas prête à déclencher une guerre totale. Christophe était toujours son mari, et ils attendaient un enfant. Mais à chaque fois qu'elle se remémorait le visage suffisant de Léa sur les réseaux sociaux, une nouvelle vague de colère et de chagrin la submergeait. Christophe tenta de la joindre à de multiples reprises, envoyant de longs messages la suppliant d'accepter une rencontre. Nathalie céda une fois, lui permettant de se rendre à l'appartement d'Isabelle dans le Marais. Assis sur le canapé, Christophe paraissait épuisé, son attitude empreinte d'un abattement que Nathalie ne lui connaissait pas. « Je veux réparer mes erreurs, dit-il. Je vais rompre avec Léa. C'était une erreur. Une erreur que tu as répétée pendant des mois, Christophe, l'interrompit Nathalie, la voix lourde de douleur. Christophe marqua une pause, déglutissant difficilement. Oui. J'ai été égoïste. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Nathalie. Je ne veux pas te perdre, ni perdre notre bébé. Ses yeux se plissèrent. Et si elle est enceinte? La presse à scandale s'en donne à cœur joie avec cette rumeur. Christophe secoua la tête. Elle ne l'est pas. Ce ne sont que des spéculations. Léa est furieuse que je lui ai coupé les vivres, alors elle tire toutes les ficelles possibles pour rester pertinente dans les médias. Je te promets, Nathalie, il n'y a pas d'enfant avec elle. Nathalie baissa les yeux, le cœur déchiré entre la colère et la nostalgie de la vie qu'ils avaient partagée. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. Et tu dois respecter cela. Christophe tendit lentement la main vers la sienne, mais Nathalie se déroba, les larmes brillant dans ses yeux. Je reste ici jusqu'à ce que je sache quelle est la prochaine étape, dit-elle. Il opina du chef, une lueur d'espoir dans le regard. Prends tout le temps qu'il te faudra. Mais une appréhension silencieuse s'attardait entre eux. Le tourbillon des rumeurs, l'escalade dans la presse. Tout s'accélérait, et personne ne pouvait prévoir l'affrontement ultime qui se profilait au tribunal. Si Christophe avait espéré résoudre les choses discrètement en coupant les ponts avec Léa, il avait sous-estimé sa soif de vengeance. Outragée par ses tentatives de mettre fin à leur liaison, Léa s'empara de ses réseaux sociaux, distillant des déclarations critiques destinées à alimenter la machine à rumeurs. Elle publia la photo d'un test de grossesse positif, accompagné de la légende « Tous les secrets ne restent pas enfouis pour toujours ». La capitale s'enflamma. Les forums en ligne explosèrent de théories. Léa attendait-elle l'enfant de Christophe?
Le bébé de Nathalie était-il vraiment de son mari? Les spéculations devinrent de plus en plus sordides, entachant non seulement la réputation de Christophe, mais aussi celle de son entreprise. Les actions de Beaumont Innovation chutèrent face aux inquiétudes concernant la stabilité de la direction. La manœuvre suivante de Léa fut encore plus audacieuse. Elle brandit publiquement la menace de poursuites judiciaires. Elle affirma que Christophe lui avait promis un somptueux appartement avenue Montaigne ainsi qu'un dédommagement conséquent s'il venait à la quitter. Elle laissa également entendre qu'elle détenait des preuves de transactions financières douteuses, insinuant qu'elle pourrait le ruiner s'il ne cédait pas à ses exigences. Pour endiguer le chaos, l'équipe juridique de Christophe, dirigée par le redoutable maître Bernard Giroux, rédigea une mise en demeure. Ils exigeaient que Léa retirât ses déclarations et cessât de diffamer Christophe. Mais la soif de publicité et l'appât du gain de l'influenceuse étaient devenus insatiables. Elle refusa. Nathalie lut les gros titres avec effroi. La maîtresse de Christophe de Beaumont réclame des millions, titrait l'un. Le triangle amoureux atteint son point de rupture, proclamait un autre. Elle pensa à l'enfant qu'elle portait, et à la façon dont tout ce tumulte pourrait affecter son avenir. Le stress pesait sur elle chaque jour un peu plus, et elle trouvait de plus en plus difficile de se nourrir ou de trouver le sommeil. Isabelle tenta de la rassurer. « Écoute, Léa n'a fourni aucune preuve réelle de sa grossesse, au-delà d'une photo de test impossible à vérifier. Nous pouvons contester cela devant le tribunal. Et si Christophe affirme que ce n'est pas le sien, il peut exiger un test de paternité. » Nathalie acquiesça, mais l'inquiétude la rongeait. « Léa semble désespérée, dit-elle. Une personne aussi désespérée peut engendrer le chaos. » Le lendemain, les pires craintes de Nathalie se rapprochèrent de la réalité. Léa déposa une plainte réclamant des dommages pour préjudice moral, rupture de promesses et diffamation, accusant Christophe de comportement manipulateur ayant eu un impact sur sa santé mentale. Elle exigeait une compensation atteignant les 8 chiffres. Soudainement, Christophe dut faire face à une tempête à la fois personnelle et juridique. Et par un cruel retournement de situation, l'équipe juridique de Léa suggéra de remettre en question la grossesse de Nathalie. Si Léa était réellement enceinte, comment être certain que Christophe était le père du bébé de Nathalie et non un autre homme? Sur Internet, la rumeur s'empara de cette insinuation pour l'amplifier, nourrissant d'interminables ragots suggérant que Nathalie aurait pu avoir sa propre liaison par esprit de vengeance. Nathalie se sentait prise au piège, comme si elle avait perdu le contrôle de sa propre histoire. Elle souhaitait simplement pouvoir s'évanouir dans la nature, prendre son enfant à naître, et trouver la paix loin d'ici. Mais Christophe l'implora de rester à ses côtés, au moins publiquement. Il promit qu'une fois ce fiasco terminé, il pourrait repartir à zéro. Dans un moment de brutale honnêteté, Nathalie s'avoua à elle-même que malgré la trahison, une part d'elle aspirait toujours au rêve de fonder une famille avec Christophe. Et c'est ainsi qu'allant à l'encontre de son instinct de fuite, Nathalie accepta d'assister à la première audience du tribunal. Le décor était planté pour une confrontation qui laisserait Paris sans voix. La première audience était une audience préliminaire, destinée à examiner la plainte de Léa et la demande conventionnelle en diffamation de Christophe. La présidente Jacqueline Maréchal, une figure intransigeante à la chevelure grisâcier, présidait dans sa robe noire avec l'austère sang-froid qui faisait sa renommée. Sous cette solennité, cependant, se cachait un esprit vif qui avait déstabilisé plus d'un plaideur rusé au fil des années. Assise au banc des plaignants, Léa Vallée avait tout de la célébrité, arborant des lunettes de soleil de créateur repoussées sur la tête et une robe audacieuse épousant ses formes. Son avocat, un homme habile du nom de maître Mathis Roche, exsudait la confiance. Face à eux, Christophe et son équipe de défense, menée par maître Bernard Giroux, se tenaient prêts et graves. Nathalie était assise aux côtés de Christophe, gardant les mains croisées sur ses genoux, son anxiété palpable. La salle d'audience était bondée de journalistes et de curieux, tous tendant le cou pour apercevoir un PAN du drame. Le bourdonnement des conversations étouffées s'éteignit lorsque la présidente Maréchal prit place et frappa de son marteau. Elle examina les parties devant elle. Il s'agit de l'affaire numéro 23684. Léa Vallée contre Christophe de Beaumont, et Christophe de Beaumont contre Léa Vallée. Gardons cela civilisé, je vous prie. L'avocat de Léa se leva, se lançant dans une performance digne d'un feuilleton télévisé. Madame la présidente, ma cliente a été trompée et manipulée. Monsieur de Beaumont lui a non seulement promis un soutien financier, mais il a également eu un comportement qui a profondément altéré son bien-être émotionnel.
Il s'est servi de son pouvoir et de son influence pour l'attirer dans une liaison, avant de la rejeter comme un objet. Léa tamponna théâtralement ses yeux avec un mouchoir tandis que les flashs des appareils crépitaient. La mâchoire de Christophe se crispa. Nathalie détourna le regard, l'estomac noué. Lorsque ce fut au tour de maître Giroux, il s'exprima avec un calme impérial. « Madame la Présidente, ces allégations sont sans fondement. Mademoiselle Vallée est engagée dans une campagne d'extorsion de fonds visant mon client. Elle n'a fourni aucune preuve concrète de grossesse au-delà d'une photographie invérifiable. De plus, elle a publiquement accusé Madame de Beaumont d'adultère par voie d'insinuation, portant ainsi atteinte à la réputation de la famille de Beaumont. » La présidente Maréchal écouta attentivement, le regard passant d'une partie à l'autre. « Je vois. Eh bien, maître Roche, puisque votre cliente a intenté ce procès, la charge de la preuve vous incombe. Le tribunal exigera des preuves médicales de la grossesse si cette allégation est au cœur de vos dommages et intérêts. De plus, la calomnie et la diffamation sont des accusations graves qui devront être prouvées par la partie de Monsieur de Beaumont. » L'avocat de Léa hocha la tête. « Bien entendu, nous fournirons la documentation nécessaire. » La présidente Maréchal se tourna ensuite vers Nathalie, son regard s'adoucissant à peine. « Madame de Beaumont, vous êtes ici en tant que témoin potentiel, n'est-ce pas ?» La gorge de Nathalie s'assécha. Elle parvint à hocher la tête. « Je comprends qu'il s'agit d'une question délicate, » poursuivit la magistrate. « Procédons avec respect. » L'audience s'acheva avec la fixation par la présidente Maréchal d'une date ultérieure pour la communication des pièces. Alors que les parties se levaient pour quitter la salle, les journalistes hurlèrent des questions, les flashs aveuglant Nathalie. Léa passa devant eux avec arrogance, jetant à Christophe un regard venimeux. Dans le couloir, le moment appelait une distance glaciale. « Nous allons traverser cela, je vous le promets, » murmura Christophe à l'attention de Nathalie, l'usage du vous formalisant la cassure béante entre eux. Nathalie resserra simplement ses bras autour d'elle-même, incapable de savoir si elle devait le croire ou si le pire restait à venir. Après l'audience préliminaire, les rumeurs se multiplièrent à une vitesse folle. Les forums en ligne tissaient des théories de plus en plus extravagantes. Certains supputaient que Nathalie entretenait une liaison secrète. D'autres affirmaient que Léa n'avait jamais été enceinte, mais qu'elle faisait chanter Christophe avec quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple relation extra-conjugale. Des blogs complotistes apparurent, qualifiant l'ensemble de ce fiasco de coup monté destiné à manipuler le cours des actions de Beaumont Innovation. Le stress laissa des traces sur Nathalie, dont la grossesse était déjà fragile. Elle souffrait de nausées chaque matin, non seulement à cause des bouleversements hormonaux, mais surtout à cause de l'anxiété. Dès qu'elle quittait l'appartement d'Isabelle, des paparazzis semblaient surgir de nulle part, hurlant des questions intrusives telles que « Christophe est-il vraiment le père ?» Elle redoutait de sortir. Elle redoutait que son téléphone ne vibre avec d'autres messages de pitié ou de mépris émanant de personnes qui n'avaient aucune idée de l'enfer qu'elle traversait. Pendant ce temps, Christophe tentait de reprendre le contrôle. Il tint une conférence de presse d'urgence devant le siège de Beaumont Innovation. Derrière son pupitre, il conserva une attitude calme mais ferme. « Les rumeurs qui circulent sont préjudiciables et infondées, » déclara-t-il. « Ma priorité absolue demeure le succès de cette entreprise et le bien-être de ma famille. Je ne ferai aucun autre commentaire sur ma vie privée pour le moment. » Léa, refusant d'être en reste, organisa des diffusions en direct sur ses réseaux. « Je ne cherche pas à détruire Christophe de Beaumont, » proclamait-elle devant des milliers d'abonnés. « Je demande simplement justice face aux promesses qu'il m'a faites et réparation pour les dommages psychologiques que j'ai subis. Personne ne devrait être utilisé puis jeté comme un moins que rien. » Le public buvait ses paroles, et des clivages se formèrent. Certains soutenaient Christophe, citant les anciens comportements manipulateurs de Léa qui commençaient à refaire surface grâce aux témoignages d'anciennes connaissances. D'autres prenaient fait et cause pour Léa, persuadés qu'elle était victime d'un abus de pouvoir. Et puis, il y avait les défenseurs de Nathalie, révoltés que ce scandale vienne assombrir sa grossesse et la soumettre à la vindicte populaire. Quelques jours plus tard, Nathalie reçut une assignation à témoigner lors de l'audience de production des preuves à venir. En lisant la lettre officielle, ses mains se mirent à trembler. Elle savait que les avocats de Léa lui poseraient des questions humiliantes et invasives, insinuant potentiellement que son enfant à naître n'était pas celui de Christophe. Cette seule idée lui donnait la nausée, mais elle résolut de tenir bon. Isabelle aida Nathalie à se préparer.
Elles répétèrent les lignes de questionnement possibles, se concentrant sur la nécessité de répondre avec sincérité sans donner à la partie adverse l'opportunité de déformer ses propos. « Reste calme », conseilla Isabelle. « Ils vont essayer de te déstabiliser. Ne les laisse pas faire. » Christophe, de son côté, se présenta à l'appartement d'Isabelle pour offrir son soutien moral. Il apporta le plat à emporter préféré de Nathalie, une soupe miso et des raviolis d'un restaurant japonais raffiné, mais le geste parut douloureusement insuffisant. Nathalie apprécia néanmoins l'effort. Ils s'assirent à la table de la cuisine, échangeant sur la façon dont les médias les harcelaient, sur le fait que des inconnus se sentaient en droit de commenter leur vie privée. Dans un rare instant de tendresse, Christophe posa la main sur le ventre de Nathalie. « Comment va notre bébé ?» Nathalie, les larmes aux yeux, répondit simplement, fort. Elle espérait que ce fût vrai. Elle espérait que malgré la tempête, leur enfant resterait en sécurité. Mais à l'approche de la nouvelle date d'audience, la tension monta d'un cran. Tout le monde sentait qu'une confrontation décisive approchait, une confrontation qui pourrait remodeler à jamais les vies de Christophe, Nathalie et Léa. Le palais de justice bouillonnait d'impatience le jour de l'audience des preuves. Les flashs crépitèrent sans relâche lorsque Christophe, Nathalie et leur équipe juridique s'extirpèrent d'un SUV noir. Léa arriva quelques instants plus tard, entourée d'un groupe de partisans brandissant des pancartes réclamant « Justice pour Léa ». La salle de la présidente Maréchal était une fois de plus comble. L'huissier réclama le silence, et bientôt, l'avocat de Léa, maître Mathis Roche, s'avança au centre. Il ne perdit pas une seconde. « Madame la Présidente, ma cliente est prête à présenter des preuves irréfutables de sa grossesse et de la détresse émotionnelle causée par Monsieur de Beaumont. » D'un dossier couleur chamois, maître Roche extirpa plusieurs documents. Des dossiers médicaux attestant que Mademoiselle Vallée est bel et bien enceinte, d'environ 8 semaines. Des halètements fusèrent dans l'assistance. Christophe fixa la scène intensément, essayant de masquer sa surprise. Léa affichait un air triomphant. Ensuite, Nathalie fut appelée à la barre des témoins. Vêtue d'un tailleur bleu marine classique, elle se déplaça avec précaution, consciente de son état. Après avoir prêté serment, elle s'installa, ses nerfs tendus à l'extrême. Maître Roche entama son interrogatoire lentement, mais la tension dans sa voix était palpable. « Madame de Beaumont, vous êtes également enceinte, n'est-ce pas ?» « Oui », répondit doucement Nathalie. Maître Roche se pencha en avant. « De combien de temps ?» « D'environ 15 semaines, répliqua-t-elle, sa main glissant inconsciemment sur son ventre. « Et vous affirmez que Monsieur de Beaumont est le père ?» Ses yeux fusèrent vers Christophe avant de revenir sur l'avocat. « C'est exact. » Maître Roche fit les 100 pas. « Êtes-vous consciente que ma cliente a allégué, lors de conversations avec ses soutiens, que Monsieur de Beaumont lui avait confié des doutes quant au fait qu'il soit le père de votre enfant ?» La présidente Maréchal foudroya l'avocat du regard. « Maître, tenez-vous-en au fait. » Mais Roche insista. « Madame de Beaumont, y a-t-il la moindre possibilité que quelqu'un d'autre ait engendré votre enfant ?» Nathalie sentit une vague d'indignation l'envahir. « Absolument aucune, dit-elle d'un ton ferme. »« Intéressant, » traîna l'avocat, car Mademoiselle Vallée possède des messages de Monsieur de Beaumont, des messages dans lesquels il suggère que vous étiez devenue émotionnellement distante et que vous voyez potentiellement quelqu'un d'autre. À cet instant, la tête de Christophe se releva brusquement. Il articula silencieusement, « C'est un mensonge. » Mais l'avocat poursuivit. Il produisit des captures d'écran, des lignes de texte prétendument envoyées par Christophe à Léa. Les larmes piquèrent les yeux de Nathalie lorsqu'elle parcourut le document. Elle reconnaissait le style d'écriture de Christophe, mais il était possible que les messages eussent été falsifiés. Elle chercha le regard de son mari, le suppliant silencieusement. « Je n'ai jamais écrit cela », s'écria Christophe, se levant impulsivement. « Je n'ai aucune idée de la provenance de ces messages. » La présidente Maréchal abattit son marteau. « Le silence, » aboya-t-elle. « Asseyez-vous, Monsieur de Beaumont. Vous aurez l'occasion de réfuter. » Le souffle de Nathalie se bloqua. L'intégralité de la salle d'audience l'observait, dans l'attente de sa réaction. Elle releva le menton, puisant en elle une once de courage.
Madame la Présidente, je suis certaine que Christophe de Beaumont est le père de mon enfant. Toute suggestion contraire est dénuée de fondement. La magistrate acquiesça, jaugeant la sincérité de Nathalie. Le tribunal en prend note. Maître Roche conclut alors sur une insinuation. Vous niez donc toute activité extra-conjugale de votre part? Absolument. Mais vous ne pouvez pas parler au nom de Monsieur de Beaumont, qui semble, lui, avoir douté de vous dans votre dos. Nathalie se mordit la lèvre, tremblante sous l'effort de maintenir sa contenance. La question de la paternité planait tel un nuage noir, abreuvant la soif insatiable des tabloïds. Ce fut ensuite au tour de l'avocat de Christophe de procéder au contre-interrogatoire de Léa. L'auditoire tout entier se pencha en avant, pressentant que le véritable feu d'artifice allait commencer. Lorsque maître Bernard Giraud prit enfin la parole, il ne perdit pas de temps pour confronter Léa. Elle s'avança vers la barre, rejetant crânement ses cheveux blonds en arrière, mais à la seconde où Giraud ouvrit la bouche, son assurance vacilla. Mademoiselle Vallée, amorça le ténor du barreau, vous prétendez que Christophe de Beaumont vous a promis un luxueux appartement ainsi qu'un dédommagement généreux. Avez-vous enregistré une telle promesse? Possédez-vous un document signé? Elle hésita, les yeux fuyants. Il me l'a dit de vive voix. Nous étions intimes à ce moment-là, alors non, je n'ai rien enregistré. Giraud persista. Et cette prétendue conversation a eu lieu quand, exactement? Léa se tortilla sur sa chaise. À plusieurs reprises, lors de différents voyages. Le mois dernier à Saint-Tropez, par exemple. L'avocat bondit. Le mois dernier, dites-vous? Serait-ce avant ou après lui avoir annoncé votre grossesse? Léa bredouilla. Il l'a découvert plus tard. Très bien, dit Giraud. Et vous possédez des dossiers médicaux indiquant que vous êtes enceinte d'environ 8 semaines. Correct? Léa opina. 8 semaines, à compter d'aujourd'hui. Ce qui situe la conception à la période où Monsieur de Beaumont était. Giraud ménagea ses effets pour une pause dramatique. À l'étranger, lors d'un grand sommet international à Tokyo avec d'éminents investisseurs. Un murmure stupéfait parcourut les bancs. Léa parut déstabilisée. Il n'était pas à Tokyo tout le temps. Il s'est envolé pour Tokyo après m'avoir vu. Giraud haussa un sourcil. C'est ce que vous affirmez. Mais les registres de vol, que nous tenons à la disposition de la Cour, démontrent que le jet privé de Monsieur de Beaumont a quitté la France le dimanche et n'est rentré que le samedi suivant. Pendant toute cette semaine, vous publiez des photos à Miami. La présidente Maréchal tourna son regard perçant vers Léa. Mademoiselle Vallée, pouvez-vous clarifier ces incohérences? Les yeux de Léa s'affolèrent. Elle perdait manifestement le contrôle du récit. Il a dû venir me voir avant ou après. J'ai peut-être confondu les dates. L'important, c'est qu'il était intime avec moi. Giraud feuilleta une autre liasse de documents. Passons. Votre plainte invoque la détresse émotionnelle, mais vous avez continué à correspondre avec Monsieur de Beaumont pour lui réclamer des cadeaux. N'est-ce pas exact? Le visage de Léa s'empourpra. Eh bien, nous avions une relation compliquée. Un silence de plomb tomba sur la pièce tandis que Giraud reculait d'un pas. Madame la Présidente, la défense estime que Mademoiselle Vallée a de toutes pièces fabriqué une partie de ces allégations. Nous demandons qu'elle se soumette à un test de paternité dès que sa grossesse sera suffisamment avancée pour le permettre sans risque. Si elle refuse, nous considérons que sa plainte devra être rejetée. La magistrate opina d'un air pensif. J'examinerai cette requête. Soudain, le sang-froid de Léa vola en éclats. C'est une chasse aux sorcières, cracha-t-elle en se levant brutalement. Christophe n'a jamais aimé sa femme. Il me l'a dit lui-même. Elle pivota vers Nathalie. Il n'est avec vous que pour l'image, pour sa précieuse réputation. Nathalie ferma les yeux, s'efforçant de rester digne alors que les mots de Léa poignardaient ses insécurités. Puis, maître Giraud asséna le coup de grâce. Mademoiselle Vallée, s'il est prouvé que l'enfant n'est pas celui de Monsieur de Beaumont, concédez-vous que l'intégralité de ce procès est une mascarade frauduleuse? Le visage de Léa se déforma sous l'effet de la rage.
J'en ai terminé ici, siffla-t-elle en arrachant son microphone, ignorant les injonctions de la présidente à se rasseoir. Elle quitta le tribunal en trombe, le claquement furieux de ses talons résonnant dans le couloir. Les journalistes bondirent de leur siège, se lançant à sa poursuite dans une cacophonie de questions vociférées et de flashs aveuglants. À l'intérieur, un silence de stupeur régnait. Christophe tenta de prendre la main de Nathalie, mais elle garda le regard fixé droit devant elle, perdue dans le tourbillon des révélations. La salle se vida lentement, laissant place aux grondements sourds des conversations étouffées et au crépitement des appareils photos qui s'éloignaient. Nathalie de Beaumont se déplaçait tel un fantôme, anesthésiée par le vacarme, la main posée de manière protectrice sur son ventre rebondi. Le dernier coup de marteau résonnait encore à ses oreilles, bien qu'il eût été frappé des heures auparavant. La sortie théâtrale de Léa, son cri strident, ses accusations démentes. Tout repassait en boucle dans l'esprit de Nathalie, comme une symphonie cruelle qui refusait de s'éteindre. Les gros titres explosèrent en ligne dans les minutes qui suivirent. La maîtresse quitte le tribunal en furie face à l'exigence d'un test de paternité. Le scandale de Beaumont prend une tournure dramatique. La thèse de la grossesse s'effondre. Nathalie garda le regard fixe tandis que Christophe la guidait délicatement à travers la nuée de reporters qui prenaient d'assaut les marches du palais de justice. Les flashs fusaient de toutes parts. « Madame de Beaumont, est-il vrai que le bébé n'est pas de lui ?» hurla un journaliste. « Allez-vous rester avec votre mari ?» lança un autre. Isabelle flanquait l'autre côté de Nathalie, l'expression féroce, un bras dressé pour la protéger jusqu'à ce qu'ils atteignent le SUV noir qui les attendait. À l'instant où les portières claquèrent, Nathalie expira pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité. Le silence à l'intérieur du véhicule offrait un contraste saisissant avec le tumulte médiatique de l'extérieur. Christophe, assis à ses côtés, risqua un regard. « Vous avez été incroyable là-dedans. » Nathalie ne répondit pas sur le champ. Ses yeux restaient rivés sur l'architecture parisienne qui défilait derrière la vitre. Ce n'est qu'à la faveur d'un feu rouge qu'elle finit par parler. « Je n'essayais pas d'être incroyable, Christophe. J'essayais juste de survivre. » Il baissa les yeux vers ses propres mains, rongées par la honte. « Je sais que je vous ai fait vivre un enfer. Léa. Ce qu'elle a fait aujourd'hui prouve qu'elle ne cherchait pas l'amour. Seulement un moyen de pression. » Nathalie se tourna enfin vers lui, la voix basse mais tranchante. « Vous saviez quel genre de femme elle était. Vous l'avez choisie quand même. » Christophe ouvrit la bouche pour rétorquer, mais la referma aussitôt, sachant qu'elle disait vrai. De retour à l'appartement haussmannien d'Isabelle, Nathalie s'effondra sur le canapé, serrant un coussin contre sa poitrine. Son corps la faisait souffrir, son cœur encore davantage. Christophe s'attarda sur le pas de la porte, incertain de devoir rester. « Voulez-vous que je m'en aille ?» demanda-t-il doucement. Nathalie hésita, puis opina. « Je crois que j'ai besoin d'être seule pour le moment. » Il acquiesça solennellement. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vraiment n'importe quoi. » Elle ne le regarda pas partir. Les jours suivants, Nathalie resta principalement confinée à l'intérieur. Le monde du dehors était trop bruyant, trop intrusif. Isabelle lui préparait des repas chauds, faisait barrage aux journalistes et éteignait la télévision dès que les gros titres du scandale apparaissaient. Nathalie essayait de se reposer, mais ses rêves n'étaient que des images fracturées du visage de Léa, des contre-interrogatoires, de Christophe tenant une autre femme dans ses bras. Mais la vérité était désormais de notoriété publique. Le récit de Léa fuyait de toutes parts, et l'alibi de Christophe à Tokyo était en béton armé. Pourtant, l'incertitude persistait, tenace comme la fumée âcre après un incendie. Et s'il existait une infime chance que les dates s'alignassent en faveur de Léa? Et s'il y avait eu un seul jour de non pris en compte? Léa n'arrangeait rien. Ses publications sur les réseaux sociaux se poursuivaient, égrenant des légendes poétiques et vagues sous des selfies en noir et blanc, il ne croit que celui qui crie le plus fort. Ou bien, la vérité a plusieurs visages. Je n'ai fait que raconter la mienne. Il enrageait Nathalie de voir que Léa parvenait encore à semer le doute, surtout après son effondrement au tribunal.
Mais cela lui rappelait aussi que les mensonges survivaient parfois à la vérité, surtout lorsqu'un scandale faisait vendre plus de papier que l'honnêteté. Finalement, Nathalie décida de retourner à l'hôtel particulier des de Beaumont, non pas parce qu'elle avait pardonné à Christophe, et non pas parce que le faste des lieux lui manquait, mais parce que son propre espace, son jardin, ses livres et la chambre d'enfant qu'elle avait commencé à peindre en jaune pâle avant que son monde ne s'effondre, lui manquaient cruellement. Elle avait besoin de se réapproprier une part de sa vie. À son arrivée, le personnel de maison l'accueillit avec un respect teinté de soulagement. Elle remarquait néanmoins qu'ils évitaient de croiser son regard lorsque le nom de Christophe était prononcé. Fidèle à sa promesse, Christophe lui laissa de l'espace. Il s'installa dans l'aile des invités et ne chercha pas à forcer la conversation. Lors de leur dîner silencieux, les mots se faisaient rares. Elle s'enquérait du papier peint de la chambre du bébé, il répondait en lui donnant des nouvelles de la remontée des actions de la bourse et des conseils d'administration. Leurs échanges étaient polis, précautionneux. Le rythme familier de leur mariage était brisé, remplacé par une valse chancelante et inconnue. Un soir, elle trouva Christophe dans la future chambre du bébé, tenant en l'air un mobile orné d'étoiles et de lunes. « Je ne savais pas lequel tu préférerais, » dit-il lorsqu'elle entra, laissant échapper un « tu » hésitant. Nathalie traversa la pièce et prit délicatement le mobile des mains de son mari. « Celui-ci est très beau, » dit-elle d'une voix douce. « Il captera parfaitement la lumière. » Il eut un pâle sourire. « Nous en ferons un endroit magnifique pour le bébé. » Nathalie ne répondit rien, mais elle ne tourna pas les talons non plus. Puis, alors que poignaient les premiers signes fragiles de l'apaisement, une nouvelle lettre arriva, une assignation à comparaître, cette fois-ci adressée directement à Nathalie. L'objet, test de paternité. Ils remettent en question la paternité de mon bébé, maintenant, s'enquit Nathalie, les yeux rivés sur le papier, la voix tremblante d'incrédulité. Isabelle relut le document. C'est avant tout une formalité. L'équipe juridique de Léa a déposé cette requête avant la dernière audience. Elle est seulement traitée maintenant, mais ils s'en serviront probablement pour manipuler l'opinion publique. Nathalie se pressa le front de la main. Alors c'est moi qu'ils veulent traîner devant les juges désormais ? Isabelle lui prit la main. Non. Nous allons démontrer que tu as pleinement coopéré, que ton témoignage était d'une absolue probité. Mais il se peut que tu doives te présenter à nouveau. Nathalie hocha lentement la tête, le souffle court. Je suis si fatiguée, Isabelle. Je suis épuisée de devoir prouver ce que je sais déjà. De l'autre côté de la ville, Christophe faisait les 100 pas dans son bureau, dans un silence de plomb. Il avait également lu l'assignation. L'idée que Nathalie soit de nouveau traînée au tribunal, jetée dans une fosse aux lions pour des accusations qu'elle ne méritait pas, alluma en lui un brasier qu'il n'avait plus ressenti depuis des mois. Il décrocha le téléphone. Maître Giraud. Il faut que cela cesse. Peu m'importe le prix. Forcez Léa à retirer ses plaintes. Menacez-la d'une demande reconventionnelle colossale. Faites geler ses avoirs. Faites fuiter les journaux de vol. Je m'en moque. Je refuse que Nathalie subisse cela une fois de plus. Pour la première fois depuis le début de cette liaison sordide, Christophe ne cherchait pas simplement à nettoyer les dégâts. Il voulait ériger un bouclier autour de Nathalie pour lui épargner de nouvelles souffrances. Il avait déjà perdu sa confiance, mais il ne laisserait pas le monde la dépouiller de sa dignité. Cette nuit-là, debout dans le jardin de l'hôtel particulier, regardant le vent balayer les buis taillés, Nathalie murmura à l'enfant qui grandissait en elle, « Tu n'es pas encore là, mais tu m'as déjà appris ce qu'est la véritable force. » Une guerre avait été menée contre sa vérité, et la prochaine bataille se profilait. Mais elle était toujours debout. Et cela, se rappela-t-elle, valait plus que tout le reste. Le palais de justice se dressait une fois de plus devant eux, moins chaotique que la première fois, mais lourd de toutes les attentes. Les photographes étaient moins nombreux, mais leur présence demeurait oppressante. Ils attendaient à l'extérieur comme des loups, les objectifs braqués, prêts à se jeter sur la moindre once de drame. Nathalie arriva, drapée dans un manteau gris perle qui l'enveloppait telle une armure. Sa main se posa instinctivement sur son ventre désormais bien rebondi.
L'enfant qu'elle portait était devenu son unique point d'ancrage dans cette tempête. L'intérieur de la salle était plus glacial qu'à l'accoutumée. Pas par la température, mais par l'atmosphère. L'air vibrait d'impatience, pourtant les voix restaient étouffées. Pas de Léa cette fois-ci. Pas de regards incendiaires ni de sourires arrogants depuis l'autre côté de la salle. Seul son avocat, maître Mathis Roche, siégeait avec raideur au banc des plaignants, flanqué d'une mallette qui paraissait bien trop vide pour une affaire qui avait jadis débordé de fureur et d'accusations. Christophe était assis aux côtés de Nathalie, silencieux et visiblement lessivé. La bataille avait laissé des traces. L'homme qui paradait autrefois dans les conseils d'administration et les galas de charité avec la prestance d'un lion paraissait à présent creusé, dépouillé de sa superbe. Mais pour la première fois, il ne feignait pas la force. Il était simplement là. La présidente Jacqueline Maréchal fit son entrée à leur pile. Son expression était sévère, comme toujours, mais il s'en dégageait un sous-entendu de finalité. Elle avait vu défiler assez de scandales parisiens pour savoir quand la pièce de théâtre touchait à sa fin. Nous sommes réunis pour clore l'affaire opposant mademoiselle Léa Vallet à monsieur Christophe de Beaumont, annonça-t-elle. Il semblerait que mademoiselle Vallet brille par son absence aujourd'hui. Maître Mathis Roche se leva. Madame la présidente, mademoiselle Vallet souffre d'une détresse émotionnelle continue et n'est pas en mesure d'assister à l'audience en personne. Nous sollicitons l'indulgence de la Cour et un ajournement afin de lui accorder le temps nécessaire. La présidente Maréchal haussa un sourcil. Maître, mademoiselle Vallet a manqué 2 audiences et a failli à la remise de plusieurs documents exigés par ce tribunal. À ce stade, tout délai supplémentaire est inenvisageable. Maître Giroux, le redoutable défenseur de Christophe, se leva à son tour. Nous demandons à la Cour de statuer sur la base des preuves dont elle dispose, y compris les résultats du test de paternité, et l'incapacité de la partie plaignante à fournir le moindre document étayant un quelconque accord financier. La présidente fit un bref signe de tête et se saisit de l'enveloppe blanche, livrée sous un protocole de sécurité draconien. La salle entière retint son souffle lorsqu'elle brisa le sceau et en déplia le contenu. Le silence. Puis, sa voix s'éleva, claire et sans appel. Selon les résultats du test de paternité prénatale non invasif ordonné par le tribunal, la probabilité que monsieur Christophe de Beaumont soit le père biologique de l'enfant à naître porté par mademoiselle Léa Vallet est de 0%. Les mots résonnèrent tels le glas sonnant la fin de la guerre. Nathalie expira, ses épaules s'affaissant enfin. Les yeux de Christophe se fermèrent un instant. Et lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, ils brillaient de larmes ravalées, non pas de chagrin, mais d'une délivrance absolue. Maître Giroux ne perdit pas une fraction de seconde. Madame la présidente, face à ces nouvelles preuves et au refus obstiné de mademoiselle Vallet de fournir la moindre preuve d'un contrat ou d'un accord verbal, nous demandons le rejet total de la plainte et sollicitons l'examen des dommages et intérêts au titre de notre demande reconventionnelle. Maître Roche s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Nous concédons le rejet de la plainte initiale. Concernant la demande reconventionnelle, nous sollicitons une négociation à huis clos avant toute décision. La présidente Maréchal tapota son stylo, pensive. Fort bien. La Cour rejette par la présente les demandes de soutien financier, de dommages pour préjudice moral et de rupture d'accord de mademoiselle Vallet. En outre, ce tribunal ne trouve aucune preuve étayant ces accusations de diffamation ou les prétendues promesses formulées par monsieur de Beaumont. Puis, elle se tourna vers Nathalie. Madame de Beaumont, dit-elle, la voix adoucie pour la toute première fois de la procédure, votre intégrité et votre vie privée ont été publiquement remises en question, et votre attitude tout au long de cette affaire force le respect. Vous avez le droit de prendre la parole à présent, si vous désirez faire une déclaration. Nathalie se leva lentement. L'auditoire la regarda s'avancer, sa silhouette baignée par la lumière matinale filtrant à travers les hautes fenêtres. Elle n'eut pas besoin de microphone. Sa voix, calme et limpide, emplit l'espace. Pendant des mois, j'ai dû entendre des inconnus spéculer sur mon mariage, sur ma grossesse, et sur mon intégrité. J'ai dû me protéger, moi et l'enfant que je porte, des mensonges forgés dans l'unique but de nuire. Et bien qu'aujourd'hui marque une forme de clôture,
La douleur de ce qui s'est produit ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle posa un bref regard sur Christophe, puis fixa à nouveau la magistrate. Mais je ne suis pas ici pour être plainte. Je suis ici pour me réapproprier ma paix, mon nom, et mon droit de vivre sans être l'objet d'un jugement permanent. Que ceci soit le chapitre final de cette histoire. La présidente Maréchal hocha la tête. C'est très bien dit. Vous pouvez disposer, Madame de Beaumont. La salle d'audience se vida lentement, les murmures comblant l'espace où le silence avait régné en maître. L'avocat de Léa rassembla ses dossiers et fila à l'anglaise. La presse patientait, telle des vautours à la sortie, mais cette fois-ci, le service de sécurité les tint à distance respectueuse. Dans le couloir, Christophe tendit la main vers Nathalie. Merci d'être restée digne. Je ne mérite pas votre soutien. Nathalie ne prit pas sa main, mais elle ne se recula pas non plus. Je ne me suis pas battue pour vous, Christophe. Je me suis battue pour la vérité, et pour notre enfant. Ne confondez pas les deux. Il hocha la tête, la culpabilité gravée sur ses traits. Je comprends. Vraiment. Plus tard dans l'après-midi, les chaînes d'information explosèrent avec le verdict. Le test de paternité disculpe le milliardaire de Beaumont. La maîtresse s'évapore. Le scandale s'achève sur une victoire judiciaire. L'opinion publique commença à basculer. La sympathie se porta vers Nathalie, la dépeignant comme l'épouse digne et bafouée qui avait affronté la tempête avec une grâce infinie. Mais Nathalie n'avait que faire des récits de rédemption. De retour dans l'hôtel particulier, elle se tenait à nouveau dans la chambre du bébé, cette fois le cœur vidé de toute colère, remplacé par une résolution sereine. Le mobile au-dessus du berceau tournoyait doucement, captant la lumière du soleil comme des étoiles vacillant en plein jour. Isabelle la rejoignit, s'adossant à l'encadrement de la porte. « Tu as réussi » dit doucement Isabelle. « Non » corrigea Nathalie. « J'y ai survécu. » Au rez-de-chaussée, Christophe était assis seul dans l'imposante bibliothèque, les mains jointes, fixant une photographie encadrée de deux datant de l'université, à l'époque où l'amour semblait évident, avant que l'ambition, la tentation et la trahison ne viennent le souiller. Il ignorait si Nathalie lui pardonnerait un jour. Il ignorait si leur enfant le verrait un jour autrement que comme l'homme qui avait brisé le cœur de sa mère. Mais il savait une chose, le temps des mensonges était révolu, et la guérison, quelle qu'en soit la forme, devait commencer à cet instant précis. La nouvelle que Léa Vallet avait menti sur la paternité de Christophe de Beaumont et avait été contrainte de retirer sa plainte se propagea comme une traînée de poudre à travers les salons parisiens. Dans les jours qui suivirent, Léa disparut de la scène publique, ne publiant qu'un bref message d'excuse sur ses réseaux sociaux avant de désactiver l'intégralité de ses comptes. La rumeur voulait qu'elle eût quitté la capitale pour refaire sa vie en province ou à l'étranger. Les actions de l'entreprise de Christophe rebondirent. Beaumont Innovation se recentra sur les technologies vertes, avec de nouveaux contrats et de vastes partenariats à l'horizon. La compassion du public enveloppa Nathalie, qui avait été entraînée bien malgré elle dans cette tourmente. Beaucoup saluèrent son élégance sous le feu des critiques. Pourtant, dans l'intimité, Nathalie livrait toujours un âpre combat. La trahison de Christophe et l'humiliation publique infligée par les mensonges de Léa avaient laissé de profondes cicatrices. Avec le temps, Nathalie choisit de demeurer dans l'hôtel particulier des de Beaumont, principalement pour la stabilité qu'il offrait à l'enfant à naître. Christophe et elle entamèrent une thérapie de couple, construisant un pont fragile vers une potentielle réconciliation. Certains soirs, il frappait doucement à sa porte pour s'enquérir de ses besoins. Lentement, ils partagèrent de paisibles instants, écoutant les battements de cœur du bébé, finalisant la décoration de la chambre. Christophe s'était juré de prouver sa loyauté, non plus par des mots, mais par une constance inébranlable. Nul ne savait si leur mariage s'en remettrait pleinement, mais Nathalie trouvait un certain réconfort dans ces petits pas empreints d'espoir. Et tandis que Paris détournait déjà son attention vers le prochain scandale mondain, Nathalie se préparait au rôle le plus crucial de son existence, la maternité. Que ce voyage finisse par inclure Christophe en tant que partenaire aimant demeurait une question en suspens, une page de leur histoire qui restait à écrire. Si vous avez été tenu en haleine par cette chronique des secrets enfouis du Faubourg Saint-Germain,
par ce drame judiciaire haletant et ses rebondissements inattendus, nous vous invitons à vous remémorer que même dans l'ombre des trahisons les plus cruelles, la vérité finit toujours par paver la voie de la résilience et de l'apaisement. Cette histoire d'adultère, d'insinuation et de foudre judiciaire nous rappelle la puissance inaltérable de l'honnêteté. N'hésitez pas à partager ce récit de la comédie humaine, à aimer cette chronique, et à vous abonner pour découvrir d'autres tragédies modernes et fascinantes de la haute société. Votre soutien nous permet de continuer à dépeindre ces destinées qui troublent les âmes et éveillent l'imaginaire. Restez attentifs, car nul ne sait quels drames inavoués couvent encore derrière les lourdes portes des beaux quartiers.